record historique du portefeuille des Israéliens selon la Banque d'Israël. Et qui est cette start-up israélienne mystérieuse qui est arrivée à collecter 400 millions de dollars pour une valeur de 4 milliards de dollars? Il s'appelle Daniel Guggenheim, il est docteur en économie et avec lui, chaque semaine, on essaye de décrypter l'actualité économique. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler du fameux accord cadre entre le Liban et Israël. Nous parlerons aussi d'un record historique chez les Israéliens et puis, bien sûr, des abus, notamment ceux des compagnies d'assurance par rapport à ceux qui sont considérés comme dépendants. Alors, de quoi s'agit-il? On va en savoir plus, évidemment. Et puis, comme chaque semaine, on donnera le nom d'une start-up à suivre. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, les conséquences économiques de la signature de ce fameux accord cadre entre Israël et le Liban, est-ce que c'est bon pour nous? Oui. Bonjour. C'est intéressant d'ailleurs, dans votre introduction, vous aviez dit entre le Liban et Israël. Maintenant, vous avez dit entre Israël et le Liban. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en vérité, il y a un côté économique d'abord pour le Liban. Le Liban est un pays qui est pratiquement faillite. Ils ont des milliards de dollars pour pouvoir se redresser. Et dans l'accord, les Américains ont dit qu'ils donneraient de l'argent, ils aideraient le Liban s'il y a application de l'accord. Donc, c'est un peu comme avec l'Iran, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'économique pour pour le Liban, d'important pour que l'accord soit fait. En gros, c'est l'économie qui surpasse la politique. D'ailleurs, vous le voyez au niveau de l'Ormuz, que c'était ça qu'il voulait prendre, et apparemment, c'est pas obligatoirement ce qu'il a maintenant, c'est que les prix baissent dans l'énergie dans le monde entier, et donc on voit toujours que l'économie a quand même une importance. Pour revenir à nous, donc, ce que vous avez dit maintenant, accord entre Israël et le Liban, on va s'intéresser à nous, les conséquences économiques d'Israël. D'abord, qu'est-ce que je dirais au niveau des marchés financiers et du shekel? Les financiers ont accueilli cet accord avec un optimisme mesuré. Mesuré, à mon avis, c'est parce que ils savent qu'il y a des problèmes pour l'application de cet accord, mais qu'un certain optimisme... On sait très bien que le Liban, malheureusement, n'est pas maître totalement de ses décisions. Tout à fait. Et donc, on parle même de guerre civile. Enfin, c'est pas notre propos à nous, mais tout le monde, comme vous dites, toute personne censée sait qu'il y aura peut-être des problèmes pour son application. Mais je dis optimisme parce qu'évidemment, on va parler les conséquences vraiment qu'il y aurait, que cet accord de cadre soit fait et même qu'il y ait un accord de paix, ça serait quelque chose d'extraordinaire pour l'économie israélienne. Juste pour ceux qui n'ont pas tout à fait suivi, quels sont les principes phares de cet accord cadre? Point de vue politique, c'est militaire. Israël peut rester au sud Liban tant que le Hezbollah n'ait pas été désarmé et que les Américains et peut-être même les Européens s'engagent à aider le Liban à désarmer le Hezbollah, puisque c'est un accord à 3 avec les Américains, et c'est pas la finule comme d'habitude, donc c'est très important. Et à ce moment-là, si ces conditions sont respectées, les Américains injecteront de l'argent dans leur économie. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Alors, on parle d'abord 110 millions de dollars, il a été prévenu de tout au début, quoi, si les premières choses s'accomplissent au Sud-Liban. Maintenant, pourquoi j'ai dit optimisme mesuré? Qu'est-ce qui s'était passé? La semaine dernière, on avait remarqué que le shekel avait des baisses par rapport aux autres monnaies. Le dollar était repassé au-dessus de 3 shekels, l'euro au-dessus de 3,40. Et là, ce qui s'est passé depuis cet accord-là, on a une remontée du shekel, c'est-à-dire que le dollar est passé en dessous de 3 dollars, de 3 shekels pour $1, et l'euro en dessous de 3,40. Donc, donc c'est ça, cet optimisme mesuré. Point de vue de la bourse qui, la semaine dernière, avait eu des très mauvais chiffres, et une baisse pratiquement chaque jour. Là, depuis l'accord, il y a chaque jour des montées assez significatives. Donc, c'est un certain optimisme. C'est pas, être complètement content, euphorique, voilà, je dirais le mot, avec des hausses de 5%. Mais enfin, c'est, comme j'ai dit, optimisme mesuré. Alors, si on regarde à court terme pour Israël, qu'est-ce que ça peut amener, point de vue économique? Ça peut peut-être permettre moins d'argent pour le militaire, puisque s'il y a un des pays où il y a des problèmes que point de vue sécuritaire, on a moins à investir dedans, c'est sûrement un progrès au point de vue militaire. C'est également pour le Nord. Il faut savoir que dans le Nord, le gouvernement israélien a lancé des investissements de 13 milliards de shekels, mais ça ne marchera que si la population peut venir habiter de façon normale. Et donc, c'est très, très important pour la région du Nord, point de vue économique, que cet accord soit
soit établie. Et bien entendu, aussi, pour le gaz, on parle aussi, c'est dans l'accord que peut-être Israël pourra, il y a des endroits où entre le Liban et Israël, sur la mer, il y a des forages de gaz qui sont communs et peut-être on pourra recommencer à avoir de nouveau, à les forer et avoir encore plus de gaz que ce qu'on avait escompté. Et donc ça, c'est Et partager les recettes alors. Bien sûr, mais c'est très chose de très important aussi pour Israël. Et bien entendu, à moyen terme, long terme, ce que vous avez laissé percer, c'est de savoir s'il y aura les accords d'Abraham qui sera étendu. Et si Israël arrive à avoir un accord de paix avec un des voisins avec qui il était en guerre depuis le début de 48, c'est vraiment un changement économique radical pour toute la région, c'est sûr. Alors, on va parler maintenant d'une autre information, d'une question plutôt. On se demande s'il y a des millionnaires en Israël. Alors, on le sait, évidemment, le patrimoine immobilier des Israéliens est assez important, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le patrimoine mobilier des Israéliens. Je crois qu'il y a eu une étude et on est arrivé à une conclusion. 2026 marque un record historique pour ces valeurs de biens mobiliers que possèdent les Israéliens. Comment ça s'explique, Daniel? Oui, effectivement. La Banque d'Israël a publié des chiffres maintenant de la fin du premier trimestre 2026. Bien entendu, il lui faut quelques mois pour bien analyser les chiffres. Et le titre était « Record historique de la valeur des biens mobiliers de tout ce qui est argent, donc à l'exclusion des appartements, des Israéliens ». On est arrivé donc à un record de 7,5 trillions de shekels, c'est-à-dire 1000 milliards de shekels, c'est énorme, et c'est une augmentation de 0,8% par rapport à la précédente étude qui avait été faite, et ça représente 55 milliards de shekels en plus pour la valeur donc des argents des Israéliens, comme je dis, en dehors des appartements. Ce qui est important de noter également, c'est qu'il y a un retour vers la bourse de Tel Aviv, que ça soit les Israéliens en tant qu'individus, que ça soit les institutions financières qui gèrent les retraites, ont rapatrié une partie de leurs fonds vers la bourse de Tel Aviv, ce qui est encore mieux, ce qui montre la confiance qu'ils ont en la bourse de Tel Aviv. Et ça, c'est aussi un des points qu'ils tiennent à noter. Ce qu'ils veulent aussi donner comme point très important, c'est qu'il y a encore 34% de cet argent-là qui sont dans des comptes courants d'un dépôt bancaire, que d'après la Banque d'Israël, elle pourrait avoir des meilleures rentabilités. Et donc, surtout si c'est dans le compte courant et que ça rapporte rien du tout, à mon avis, il fait allusion à ce qu'on appelle SICAV monétaire. Et en Israël, Kaspi Shakli, je sais pas s'il y a bien écouté, ils vous ont bien écouté, Daniel. Oui, j'en parle, mais je pense que c'est important de le dire à chaque fois. Maintenant, ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, c'est de noter qu'une baisse de 3% de ce qui est à l'extérieur. À part cela, il y a eu donc une étude, celle-là pas de la Banque d'Israël, mais qui est sortie cette semaine de UBS, c'est une banque américaine qui fait des comparaisons internationales sur la richesse des pays, des gens dans les pays. Et Israël est donc à la 18e place, ce qui est pas mal. Maintenant, c'est plutôt bien. C'est pas mal. Oui. Ils étaient 17, là, ils sont passés à 18, mais enfin, avec une guerre comme on a, c'est pas non plus dramatique. Dramatique, je pensais. Qu'est-ce qu'ils disent la chose suivante? Ils disent d'abord que, pour être de vue, si on regarde entre celui qui est le plus riche et celui qui est le moins riche, en Israël, je parle, alors ils disent que ça fait une moyenne, c'est pas le bon chiffre, mais c'est une moyenne de 312 000 $, on dirait à peu près 1 million de shekels. D'accord? Mais ça veut rien dire pour les gens. Ce qu'ils peuvent vous dire pour les gens, c'est ce qu'on appelle le chetzion, c'est-à-dire en hébreu, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens sont plus près de gagner, ont comme richesse. Alors là, ils parlent beaucoup moins, ils parlent de 84 000 $, puisque c'est pas une différence entre ce qui gagne le plus et ce qui gagne le moins, mais c'est le maximum si on regarde la moyenne des gens ont cet argent-là en dehors, j'ai dit, donc, ils parlent de 84 000 $, donc, ce qui est 250 000 shekels, comme chiffre. Maintenant, ce qui a aussi été important dans cette étude, c'est qu'il dit qu'il y a en Israël près de 200 000 personnes qui ont plus de 1 million de $, et donc, c'est-à-dire plus de 3 millions de shekels, et ça, c'est important, et pour eux, c'est aussi, bien sûr, le résultat de la haute technologie, des gens qui ont gagné bien dans la haute technologie, mais ça prouve le dynamisme, d'après eux, de l'économie israélienne. Ok. Alors, on va continuer après cette bonne nouvelle avec une nouvelle un peu moins bonne. Ça concerne les compagnies d'assurance qui commettent des abus, notamment concernant l'assurance santé des personnes qui sont dépendantes, sioudi, comme on dit en hébreu, sioudim. De quoi s'agit-il exactement, Daniel? Oui, la commission économique de la Knesset a été réunie cette semaine pour un débat houleux,
parce qu'il avait reçu des plaintes de beaucoup de personnes, c'est le rôle des députés de recevoir des plaintes et de les traiter, concernant justement des abus faits par les compagnies d'assurance, dans le cas où des gens qui sont dépendants, Siodim, comme vous avez dit, demandent leur droit. Ils payent pour ça une prime, et puis des fois, malheureusement, ils ont besoin d'aide. Alors, pourquoi c'est venu? Ils ont donné, par exemple, un exemple poignant que je donnerai. Ils ont dit, il y avait quelqu'un qui a parlé dans cette réunion-là, qui a dit, moi, mon mari, il a la Parkinson. Tout d'un coup, on lui a dit, tu dois venir très, très vite au dispensaire. Et donc, il s'est précipité. Ça avait été très, très dur. Et là-bas, c'était pour le filmer à son insu, pour voir que si vraiment il avait la Parkinson. Il l'avait, et il avait le droit, bien entendu, à une aide pour cela. Et donc, c'était un point important. Ils ont voulu donner quelque chose d'humain, mais ils ont dit le président de la Knesset, eux, ce qu'ils voulaient, c'est dire qu'il y a beaucoup de plaintes là-dessus. Ils ont dit ils ont demandé à l'autorité des marchés financiers, ce qu'on appelle Reshut Shuk HaHon, qui supervise les assurances. Combien vous avez reçu de plaintes de gens qui se sont plaints pour abus? C'est quoi abus? C'est d'abord des gens qui ont des preuves qui sont en incapacité de pouvoir faire ce qu'ils veulent tout seuls. Donc, ils sont dépendants, en fait, des personnes sont dépendantes. Et donc, il n'y a aucune raison d'ouvrir une enquête sur eux. Et également, la façon dont on le fait. Beaucoup de fois, les enquêteurs se déguisent, ce qu'on appelle un peu ultrasout. Soi-disant, ce sont des facteurs ou des choses comme ça qui soi-disant, appellent la personne, des choses comme ça, ce qui est interdit par la loi de faire. Et donc... ils ont outrepassé leurs droits. Ils ont outrepassé la façon de faire et la raison pour laquelle, ce qu'on appelle Yosod Zavir, pour le faire. Ils ont été condamnés? Alors, d'abord, la Reshut Shuk HaHon a dit qu'ils ont reçu 600 plaintes, qu'ils n'ont pas donné de nom, poinçon de chiffres sur les gens, sur ce qu'ils ont fait après ces plaintes-là. Mais ils ont dit, nous demandons à ce que chaque personne qui a un abus, que ça soit au niveau de la vérification, que ça niveau de comment c'est fait, qu'elle se manifeste auprès d'eux pour qu'ils puissent mettre de l'ordre là-dedans. Donc ça, c'est l'appel qu'ils ont. Donc c'est en cours, on va dire. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont dit les compagnies d'assurance? Les compagnies d'assurance ont dit la plupart maintenant des assureurs, il s'agit des co-patrolling. Nous, on est derrière, c'est-à-dire c'est nous qui prenons le risque. Mais il faut savoir que maintenant, c'est le co-patrolling qu'ils font parce que c'était pas intéressant pour eux de continuer à faire ce qu'on appelle les bitoirs privés, les assurances privées. Mais ils disent, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les demandes d'aide sont passées de 8200 en 2012 et maintenant, en 2023, ils ont donné les chiffres 2023 à 20 000. Et donc, ils disent, il y a beaucoup plus de demandes d'aide et donc, nous, ça nous demande une obligation de vérifier parce que nous, on a de l'argent de gens qui nous donnent de l'argent pour investir chez nous. Et donc, nous, on voit ça comme quelque chose de lucratif et donc on a besoin de vérifier. C'est très, très intéressant. La conclusion du débat a été du président de cette commission de dire à la Reshut Shuk HaHon, donc à cette autorité, je veux qu'à la prochaine réunion, tu me donnes des chiffres exacts. Combien il y a eu de enquêtes qui ont été faites par ces organismes-là pour justement que quand ils veulent vérifier si des gens étaient vraiment dépendants, et également que tu nous donnes les raisons pour lesquelles ces compagnies ont fait ça. Donc on veut et des chiffres et aussi des explications, et en fonction de ça, on verra qu'est-ce qu'on va faire plus tard. En vérité, d'abord c'est déjà psychologique à mon avis, c'est un bon frein, et ça veut dire qu'ils savent maintenant qu'ils sont sur la sellette, mais je dis quand même mon avertissement général, c'est que toute personne qui prend ce genre d'assurance doit prendre en compte qu'il risque que quelqu'un de sa famille il faut vérifier. Va pouvoir être même, et le mot est malheureux, torturé parce que ils veulent gagner de l'argent là-dessus. Ouais. C'est à prendre en compte ça. Il faut faire très attention, c'est sûr. Que comme d'habitude, vous nous mettez en garde. Voilà. On continue, on termine avec une start-up. Alors là, c'est carrément, c'est le jackpot. C'est une start-up mystérieuse. Ils n'ont pas de site internet. On ne les connaît pas. On sait à peu près ce qu'ils font. Ils viennent de collecter 400 millions de dollars. C'est fou. Tout à fait. On sait qu'ils font des semi-conducteurs, on sait ce qu'ils font quand même. Oui. Mais on n'en sait pas plus, quoi. Sans site internet, ça paraît complètement dingue. Tout à fait, c'était ça le titre dans la presse à propos de cette collecte. Ils étaient même pas sûrs du chiffre exact, ils disaient entre 300 et 400 millions de dollars de collecte pour une valeur, ils évaluent de 4 milliards de dollars. Cette start-up, quand vous dites qui produit des semi-conducteurs, a été fait par monsieur Wills, qui est en 2024. Ce monsieur-là est connu pour faire énormément
start-up israélienne qui, après, il arrive à les vendre à des prix très, très importants et c'est pour ça que les gens ont aussi confiance. Maintenant, quel est le principe de cette société qui a d'ailleurs 350 employés? J'ai vu en Israël, à Kessaria et à Tel Aviv. Et comme vous dites, elle ne recrute pas des gens en LinkedIn, elle ne fait pas de publicité par son site, mais on sait qu'elle fait des semi-conducteurs, que les sociétés américaines en sont très friands, parce que ils sont d'un moindre coût et c'est très très important pour l'intelligence artificielle d'avoir des semi-conducteurs à moindre coût et très très efficients et apparemment c'est ce qu'il est arrivé à faire. Ce qui est en plus intéressant, c'est que après la description de la collecte qui a été faite dans les journaux, ils ont dit qu'on a téléphoné on a essayé de contacter la boîte pour savoir quelles sont les réactions à ce qu'on dit dans l'article. Et ils ont dit, nous ne donnons pas de réaction. Apparemment, ils disent nous tenons à rester mystérieux. Voilà, que tout ce secret est fait, qu'ils ont des coopérations avec des sociétés américaines pour des choses extrêmement secrètes, ce qu'on appelle mesuvag en hébreu, qui ne veulent pas faire de la publicité là-dessus. Et c'est apparemment c'est pour ça qu'ils sont restés assez mystérieux. Bon, voilà. Écoutez, en tout cas, nous, on est fiers quand même que les startups israéliennes continuent d'évoluer, de se développer. Ça nous fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, Daniel. Avec plaisir. Ciao.